International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience Tribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Yes, good morning. Le président, bonjour. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle. Réponse, bonjour. Madame et messieurs les juges, bonjour à tous et à toute. Affaire IT 04 88 ET, le procureur contre Popovic et consorts. Le président, merci. Je précise que tous les accusés sont présents et tous les avocats de défense aussi, sauf Maître Heinz. Est-ce qu'il va revenir plus tard? Réponse, peut-être, monsieur le président, je n'en suis pas sûr. Le président, mais il n'y a rien de grave, n'est-ce pas? Réponse, non, il est tout à fait en forme, merci. Le président, c'est moi qui vous remercie. Sorry. Incidentally, 2 days ago. Il y a 2 jours, nous avions soulevé des questions d'attendance. Il n'en restait qu'une. Ou plus exactement, 2. Il y avait les 2 requêtes pendantes de Popovic. Pas d'objection, c'est bien ça, Monsieur Marklovski, réponse exacte question. Ce qui veut dire que la Chambre fait droit à vos 2 requêtes, Maître Jevanovic. Maître Jevanovic, merci. Le président. Maître Gosnell, vous avez la parole. Bonjour. Tout d'abord. Réponse, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Hier, j'ai abordé assez longuement la question des incertitudes qui planaient sur la chronologie des événements survenus à l'entrepôt de Kravitsa dans l'après-midi et dans la soirée du 13 juillet. Je voudrais maintenant aborder en quelques mots les incertitudes planant sur l'identité des personnes qui se sont trouvées à ce moment-là à cet endroit. Et je voudrais surtout réagir à l'allégation du procureur qui a dit qu'il y avait certains des subordonnés de Borovchelin qui se trouvaient primo sur place et secondo auraient participé au meurtre. L'accusation affirme dans son mémoire au paragraphe 1938 que, et je cite, il n'y avait pas d'effectif de la VRS qui avait été déployé sur la route le 12 juillet. Au paragraphe 1950 du mémoire, l'accusation dit « Les éléments du dossier établissent que les forces du MOUP de Borovchanin étaient présentes et avaient le contrôle de la route Bratunac-Konevich-Polier depuis le village de Granovta jusqu'à Ernchichi le 12 juillet et puis pendant toute la durée de la journée du 13 juillet. » Fin de citation. Donc, l'accusation dit qu'il n'y avait pas d'effectif de la VRS déployé sur la route à ce moment-là. L'accusation n'a pas de preuves directes qui viendraient corroborer le fait qu'il y aurait eu un seul des hommes de Borovchanin qui aurait participé, que ce soit à la première ou à la deuxième fusillade. L'absence d'autres unités dans la zone est un élément indirect, capital, un indice indirect capital sur lequel se base l'accusation pour affirmer que le fait d'escorter des personnes depuis le pré de Saint-Lichi jusqu'à l'entrepôt de Kravitsa et puis le fait de surveiller cet entrepôt pour terminer par le meurtre de ces prisonniers doit forcément avoir été le fait des hommes de Borovchanin. L'accusation a bien émis quelques réserves
S'agissant de cette affirmation vendredi dernier, je ne sais donc pas dans quelle mesure l'accusation continue de dire qu'il n'y avait pas d'hommes de la VRS sur cette zone. Mais vous allez maintenant avoir dans le système du prétoire électronique à l'écran une vision de certains des éléments seulement du dossier. Et ceci pour vous montrer à quel point cette affirmation de l'accusation est incorrecte. Nous l'avons prouvé dans notre mémoire au paragraphe 132, 168, 169 et 185. Nombreux sont les témoins, dont des témoins musulmans qui n'avaient aucune raison, aucun motif de mentir. Nombreux sont les témoins et aussi les documents et les conversations interceptées qui indiquent que les soldats de la VRS étaient bien actifs en grand nombre le long de la route le 13 juillet. En fait, les éléments de preuve montrent que les hommes étaient sur place, effectivement sur ce tronçon si important de la route qui va du village de Kravica à Anchechi. Et ce qui est le plus important, il y avait parmi ces effectifs des hommes appartenant à 2 unités de la brigade de Bratonats qui se trouvaient à l'entrepôt même de Kravica. Et je ne parle pas simplement d'un seul homme, comme l'a dit le procureur dans son réquisitoire. Je parle de 8 hommes qui, pour certains, avaient des postes de commandement dans leurs unités respectives. Je pense qu'il est une conclusion que vous pourrez raisonnablement déduire, c'est qu'il y avait bien plus que 8 hommes de la brigade de Bratonats dans l'entrepôt à ce moment-là. L'accusation tente d'affirmer dans son mémoire, au paragraphe 1997, que Borov Chanin a reconnu lors de l'entretien qu'il a eu avec l'accusation qu'un groupe composé de 30 membres du 2e détachement de Sekovici était présent à son arrivée à l'entrepôt au moment où il a longé l'entrepôt. Et l'accusation réussit à faire cela en procédant à une déformation tout à fait extraordinaire des mots utilisés par Borov Chanin lorsque l'accusation recompose une réponse à propos de ce qu'il a répondu quand il parlait de personnes qui avaient assisté à au discours de Mladic à Sandici, qu'ils ont associé à un passage qui décrit ce qu'il a vu lorsqu'il dit qu'il a vu Stopar sur la route se trouvant devant l'entrepôt. Je vous invite à faire une lecture attentive de ce texte que vous allez trouver à la page 64 de l'entretien qu'il a fait en mars. Et vous verrez que l'affirmation de l'accusation ne tient tout simplement pas la route. J'ai dit qu'il n'y avait pas de preuves directes attestant de la participation d'hommes de Borov Chanin au meurtre, mais il y a des éléments directs et c'est le témoin 111 qui les fournit. Que dit-il ? Il dit que les hommes qui le surveillaient à l'entrepôt n'étaient pas les mêmes hommes que ceux qui l'avaient surveillé près. Et il le dit sans aucune ambiguïté. Nous sommes beaucoup plus détaillés dans notre mémoire sur ce point et je me permets de vous inviter à lire ces passages de notre mémoire en clôture.
Et ce qui compte, ce n'est pas simplement les éléments de preuve portant sur l'identité des personnes présentes, mais aussi les éléments de preuve portant sur le fait d'escorter ces hommes. Autrement dit, pour savoir comment les prisonniers sont allés du pré de Sandichi à l'entrepôt de Kravitsa. Et je pense que c'est un élément important pour voir quelles seront les conclusions, les déductions à tirer plus tard quant à l'identité des personnes se trouvant à l'entrepôt. Et vu que l'accusation ne présente que des moyens indirects, il n'y a pratiquement aucune discussion de ces points. Et c'est là une lacune dans la thèse de l'accusation qui s'appuie sur l'affirmation qu'il fallait nécessairement que les hommes de Borovchani ne soient présents à l'entrepôt. Permettez-moi un commentaire sur le caractère indirect des preuves présentées par l'accusation. Celle-ci s'est plainte du fait que nous aurions été injustes dans notre mémoire en clôture. Injustes lorsque nous avons laissé entendre que l'accusation avait choisi de présenter des moyens indirects, que ce n'était pas quelque chose qui s'imposait à elle par nécessité. Et j'ai entendu le procureur expliquer la décision qu'il avait prise de ne pas citer à comparaître ces deux témoins, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui n'aurait pas été autorisé dans le système national de certains des substituts du procureur. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas très important. L'accusation aurait pu sommer ses témoins à comparaître, mais elle a décidé de ne pas le faire. Et ça représente un choix. C'est équivalent à un choix, quelle que soit la genèse de ce choix. Et de façon plus générale, nous ne parlons pas que de ces deux témoins-ci. Madame et Messieurs les juges, nonobstant tous les doutes très sérieux qui pèsent sur la chronologie des événements survenus à l'entrepôt de Kravitsa, s'agissant du moment où Borovchanin aurait longé l'entrepôt. Et disons qu'en nonobstant toutes ces questions, tous ces points d'interrogation qui doivent se trouver dans votre esprit, imaginons qu'une constatation est faite. Celle qu'il savait qu'il y avait peut-être des actes criminels qui se produisaient, mais vous allez à ce moment-là conclure qu'il n'y a pas de base suffisante, de base crédible pour conclure que ces subordonnés étaient présents. À mon avis, Madame et Messieurs les juges, ceci vous amènerait à aborder la thématique, le problème de la responsabilité par omission. Dans son mémoire, l'accusation affirme que même si les auteurs n'étaient pas des subordonnés, Borovchanin avait l'obligation d'entrer dans l'entrepôt parce qu'il avait à proximité certains de ses hommes. L'accusation dit qu'il aurait dû entrer dans ce prétoire, dans cet entrepôt, nécessairement en tirant pour réprimer la fusillade. Nous avons longuement répondu à cet argument, répondu au fondement juridique de cette affirmation à partir des paragraphes 357, du paragraphe 357 au paragraphe 382. La question de la responsabilité par omission, eu égard à des actes ou agissements de non subordonnés, c'est un point juridique compliqué.
important, très important. En dépit de toute confusion éventuelle, il y a une chose claire. Que vous preniez le critère Blaschkitch ou que vous preniez le critère Merkitch, une chose est sûre, une condition sine qua non à ce mode de responsabilité, c'est la garde de prisonniers. Et c'est une omission ahurissante, tant dans les arguments oraux que dans les écritures du procureur, le fait qu'on ne trouve aucune définition de la garde, de la mise en détention. Et nous donnons cette définition. Et je peux vous dire que les faits sont loin, très loin de prouver que ces hommes se trouvaient sous la garde de Borovtchanin. Ici aussi, je vous demanderai de consulter notre mémoire sur ce point. J'aimerais maintenant passer à mon troisième sujet, la question de la fiabilité, du degré de fiabilité du mémoire en clôture de l'accusation. Il y a des déformations, il y a des lacunes dans l'analyse, et j'en ai déjà parlé. Mais, en plus de cela, ce mémoire abonde en allégations inédites. Il y en a trop pour que je les aborde par le détail. Je vais me contenter de vous montrer quelques exemples emblématiques et je vous donnerai un exemple de ce qui est à mes yeux une déformation assez grave des éléments du dossier. Au paragraphe 606 du mémoire en clôture de l'accusation, que vous allez bientôt voir à l'écran, à gauche, vous trouvez une description de la bande son, ou d'une partie de la bande son de la vidéo du procès. Vous le savez, nous avons déjà a déjà été versée au dossier une transcription écrite de cet extrait. En fait, il y a deux transcriptions de cet extrait. L'un qui est lié à la bande vidéo Petrovic et l'autre qui est lié, qui est en rapport avec la vidéo du procès. On aurait pu s'imaginer qu'étant donné qu'il y a des procédures régissant le versement de transcription, et donné que les deux parties peuvent, partant de ces transcriptions, poser des questions à un témoin, on aurait pu s'attendre à ce que dans un mémoire en clôture, l'accusation utilise une des transcriptions versées au dossier. Honnêtement, ça ne me dérange pas que l'accusation, au moment du mémoire en clôture, donne sa propre interprétation d'une bande-son. Et je ne suis pas trop sûr de la raison pour laquelle l'accusation a fait ce qu'elle a fait au paragraphe 606 de son mémoire. Mais que voit-on ici? On voit que l'accusation fournit sa propre grille de lecture. Ça ne me dérange pas non plus. Mais ne penserez-vous pas que ceci mérite d'être mentionné, ne serait-ce que dans une note en bas de page? N'aurait-elle pas dû dire voilà ce que nous avons fait? Deuxième exemple. L'accusation essaie d'ajouter 3 unités aux unités commandées par M. Borovtchanin. La deuxième compagnie des déserteurs et la deuxième et la cinquième compagnie PJP.
Ceci se trouve à la note de bas de page 4408 et au paragraphe 1939 et au paragraphe 1944, entre autres références. Prenons le paragraphe 18 de l'acte d'accusation. Il dit ceci. Note, les unités du MOP agissant sous le commandement et le contrôle de Lyubomir Borovtchanin sont identifiées explicitement à ce titre dans les paragraphes qui suivent. Ce paragraphe, il a été inséré après ce que vous avez donné comme ordre. Vous avez dit l'accusation doit modifier l'acte d'accusation comme suit. Elle doit présenter des arguments précis sur le commandement et le contrôle allégué de Borovtchanin sur les forces du MOUP qui se sont rendues coupables de ces actes du 12 au 17 juillet 1995, cependant, au moment des faits. Fin de citation. En dépit des instructions que vous avez données, vous ne trouverez aucune mention de l'une quelconque de ces trois unités dans l'acte d'accusation. Vous ne trouverez aucune mention de l'une ou l'autre de ces unités dans le mémoire préalable au procès. Et lorsque vous, Monsieur le Président, vous avez posé une question au procureur vendredi dernier, vous lui avez demandé qu'il dise si l'accusation avait ou non, pendant la présentation de ses moyens, présenté cette allégation. Votre question est restée sans réponse. Ce que vous avez reçu comme réponse, c'est tout un argumentaire à propos du fond. Et ceci se passe de commentaires, n'est-ce pas? Je voudrais vous donner un exemple de la position adoptée par le bureau du procureur à propos d'une seule de ces unités, au moment où l'accusation interrogeait son propre expert. Il y a plusieurs équipes de défense qui ont soulevé une objection quant à la nature de l'information qu'on demandait aux témoins. Et après, finalement, M. Butler répond à une série de questions. Voici ce qu'il dit, je le cite. La deuxième compagnie du CJB de Zvornik, je le précise parce que c'est de cela qu'il parle, n'est pas désignée comme étant directement sous le commandement du colonel Borovtchanin. L'accusation dit alors ceci à la page 19 832 du compte-rendu d'audience. Merci. Nous pourrions peut-être faire une pause, Monsieur le Président. Parce que si je dois parcourir tous ces documents pour obtenir un élément à décharge pour Borovtchanin, ça me dépasse. Mais manifestement ou apparemment, ce n'était pas suffisamment à décharge pour empêcher l'accusation de faire valoir le contraire dans son mémoire en clôture. Ce n'était pas simplement malvenu d'affirmer cela, c'est en plus erroné, comme nous le disons dans le deuxième chapitre de notre de notre mémoire, lorsque nous parlons de la hiérarchie parallèle du commandement du MOUP, des deux chaînes de commandement qui opéraient à l'époque dans cette zone. Quel est le préjudice entraîné par cette affirmation? Elle semble, ma foi, assez innocente. Mais si vous ajoutez la deuxième compagnie des déserteurs au portefeuille de M. Borovtchanin, c'est important au regard d'une affirmation faite par le bureau du procureur.
En effet, l'accusation a affirmé que les hommes de Borovchanin avaient, d'une façon ou d'une autre, participé à l'opération de nettoyage de l'entrepôt de Kravitsa le 14 juillet. Il n'y a pas le moindre élément de preuve de nature à corroborer cette affirmation, à une exception près. Nous avons les dires non corroborés du témoin 170 et souvenons-nous qu'il y avait 2 autres témoins ce jour-là à cet endroit. Nous le disons dans notre mémoire. Monsieur le Président, ce que vous voyez sur votre écran n'a pas été diffusé publiquement. Le Président, je sais, je pense qu'on a réglé cela hier avec le greffier. Et après avoir consulté mes collègues, je pense que vous ne devez pas être préoccupé de ce point. Merci, Monsieur Gosnell. Merci, Monsieur le Président. Donc, le témoignage du témoin PW 170 qui n'a pas été étayé par d'autres éléments où il dit qu'il avait vu les gens qu'il avait appelés Yahorinti ou les gens de Yahorina. Donc, il a dit qu'il avait vu les gens de Yahorina ou Yahorinti là-bas à la date du 14 juillet. Donc, l'allégation étendue et le fait que la deuxième compagnie de déserteurs y a été englobée leur permet maintenant de surmonter ce manquement pour ce qui est du témoin PW 170, pour ce qui est de l'identification plus précise par rapport aux personnes qui étaient là-bas. Donc, ce qui semble devoir être l'étendue innocente ou sans préjudice ou marginale de leur thèse, c'est que ils ont donc indiqué sur leur liste qu'il y avait une autre allégation factuelle importante qui se trouvait au début sur leur liste. Monsieur le Président, l'accusation veut dire qu'il y avait le commandement factuel ou de fait sur ces unités, et ça c'est normal, mais il y a des questions concernant les faits qui sont liées à cette affirmation. Et pendant l'affaire, il faut donc savoir en quoi consiste leur thèse, et nous donner l'occasion d'y répondre, et non pas seulement pendant le réquisitoire et plaidoirie et sur la base des affirmations hypothétiques. Et nous savons tous qu'il y avait 2 chaînes de commandement qui fonctionnaient de façon parallèle au moment des faits et à cet endroit-là. Et maintenant, je avance qu'il faut qu'on soit prudent pour ce qui est du préjudice qui pourrait être provoqué en tant que résultat de ces affirmations. Et pour ce qui est de la question de responsabilité eu égard au réensevelissement à la date du 14 juillet, nous maintenons tout ce que nous avons indiqué au paragraphe 201 de notre mémoire en clôture pour ce qui est des personnes qui dirigeaient tout cela et qui mettaient en œuvre ce processus. Et il ne s'agissait pas de Borovchanin ni de ses hommes. Le troisième exemple, au paragraphe 1865 du mémoire en clôture de l'accusation, avance l'affirmation inédite auparavant
selon laquelle le deuxième détachement de Shekovici et la première compagnie du PJP étaient toujours présents le long de la route à la date du 14 juillet. Encore une fois, il s'agit d'une affirmation qu'on ne trouve pas dans l'acte d'accusation, indépendamment du fait qu'il y avait des instructions qui n'étaient pas équivoques dans l'acte d'accusation. Cette affirmation n'a jamais été avancée en un témoin. Cela ne se trouve pas non plus dans le mémoire préalable au procès. Cela n'a pas été mentionné dans les déclarations liminaires et cela ne se trouve pas non plus dans d'autres mécanismes adoptés pour présenter la thèse de l'accusation. Donc il n'y a pas d'éléments de preuve qui corroboreraient cette thèse. Le quatrième exemple. Lorsqu'on arrive à la discussion concernant la responsabilité présumée de Borjanin pour le transfert forcé, le procureur, au paragraphe 19.11 du mémoire clôture de l'accusation, fait mention du rôle de Momir Nikolic à Potocari aux dates du 12 et 13 juillet. Et il mentionne cela de façon brève et marginale. En d'autres termes, dans la partie du mémoire clôture qui concerne Borovchanin, on peut dire que Momir Nikolic ne joue aucun rôle là-bas. Et lorsque donc vous feuilletez, lorsque vous penchez sur la partie pour ce qui est de Popovic, vous allez trouver une histoire tout à fait différente. Au paragraphe 2377, après avoir énuméré les unités qui s'y trouvaient, vous allez donc tomber sur l'affirmation, je cite, coordonner les actions des forces serbes éparpillées, déployées à Potocari. Et cette coordination a été nécessaire pour réaliser l'opération planifiée. Et nous sommes tout à fait d'accord avec cette déclaration. Le procureur, dans son mémoire au paragraphe suivant, 2378, avec approbation évidente, dit, je cite, Momir Nikolic a témoigné qu'il supervisait ou surveillait l'implication de la police militaire ainsi que du 12e bataillon de la brigade de Bratunac qui ont été directement impliqués à ces activités, et il donnait des conseils à Dushkojevic, qui était membre de la brigade spéciale du MUP, qui a été mêlé de façon similaire. Monsieur le Président, j'ai deux observations à faire par rapport à cette partie du mémoire clôture. D'abord, comment est-il possible que Nikolic surveille deux unités pour ce qui est de cette mission et qu'il donne des conseils seulement à la 3e unité? Il n'y a pas d'explication. Pour ce qui est de cette différence, Nikolic surveillait toutes les unités qui ont été engagées à la mise en œuvre de cette mission, et non seulement sur la base de sa position en tant qu'officier de sécurité de la brigade de Bratunac, mais parce que on lui a dit de le faire. Donc il a été autorisé à le faire, et cela par Mladic et par Radoslav Jankovic. Et tous les deux personnes étaient sur place à l'époque. La chose est simple, et c'est ce qui est reconnu au paragraphe 2378, et nous avançons qu'il n'y a pas de fondement pour dire que d'un côté, il supervisait ces deux unités, mais il donnait des conseils, et seulement des conseils à Dushkojevic de l'autre côté. Je pense que les propos du juge Ward de la Cour d'appel d'Angleterre sont les propos qu'il faut citer ici. Je cite, chevaucher deux chevaux en même temps, c'est toujours suffisamment difficile, mais chevaucher deux chevaux lorsqu'ils se dirigent dans des directions opposées,
C'est quelque chose qui représente un exploit remarquable. The prosecution makes a previously Le procureur présente des allégations de nature perfide contre Borovchanin qui n'ont pas été présentées avant, et il dit au paragraphe 1973, je cite Momir Nikolic, donc, est allé le long de la route à bord du véhicule de la Fort Pronu, et il aurait appelé les prisonniers à se rendre seulement si Borovchanin lui avait ordonné cela ou s'était mis d'accord pour ce qui est de cette éthique. D'abord, Borovchanin a dit dans l'entretien qu'il était présent sur la route d'abord tôt dans la matinée du 13 et encore la deuxième fois vers 16h de l'après-midi. L'accusation n'a jamais présenté les choses différemment et ils n'ont pas présenté les moyens de preuve suggérant autre chose. Et Nikolic a commencé donc à emprunter cette route à bord de blindés transport de troupes au début de l'après-midi. Et nous avons parlé de cela. Nous avons fait référence à ce témoignage, à notre mémoire locature au paragraphe 173 et 174. Comment Borovchanin pouvait-il donner cet ordre et se mettre d'accord pour ce qui est de cette tactique s'il n'était pas là-bas? Deuxièmement, et ce qui est peut-être encore plus important, l'affirmation que Borovchanin, si avait eu l'autorité de donner des ordres à Momir Nikolic, représente une allégation qui n'a pas été prononcée auparavant. Et en fait, cela contredit les propos de leur témoin expert dans son témoignage à la page du compte-rendu 20 458 dans cette affaire. Et troisièmement, cette affirmation a été tout à fait contredite par une vidéo qui a été filmée à 2h et 38 minutes où nous pouvons voir l'un des hommes de Borovchanin disant à un prisonnier musulman de appeler ses collègues se trouvant dans les bois et leur dire qu'il est avec les Serbes. Il n'y a cela n'est pas perfide du tout. Monsieur le Président, donc ce sont ces 5 exemples de déclarations erronées ou d'éléments de preuve de la thèse erronée, mais il y en a encore plus, mais je vais laisser à la Chambre de faire attention à ces déclarations erronées. Malheureusement, il s'agit d'une mémoire en clôture qui exige qu'on soit très prudent pour ce qui est de ces déclarations erronées. J'ai encore 3 brèves remarques pour ce qui est de la crédibilité de Borovchanin lors de son entretien. D'abord, l'accusation affirme que Borovchanin a menti lors de l'entretien parce qu'il a dit qu'il a reçu l'ordre pour aller à Zvornik au lieu de avoir dit, comme il aurait dû apparemment dit, qu'on lui a dit d'aller à Zvornik. Cet argument aurait pu avoir une valeur si Borovchanin avait continué à dire dans cet entretien accordé à l'accusation, ou s'il avait donc contesté le fait par rapport à l'endroit où se trouvaient ces hommes, c'est-à-dire le long de cette portion critique de la route aux dates du 12 et 13 juillet, mais
ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a décrit de façon exacte et honnête où se trouvaient ces unités, où ces unités étaient déployées, et cela a été corroboré par les éléments de preuve présentés dans cette affaire. Et en fait, nous avons parcouru les comptes rendus en BCS et nous avons trouvé que, au moins à 2 occasions pendant cet entretien, les mots qui ont été utilisés dans la traduction correspondaient à des mots dans la direction de et non pas à. Deuxièmement, Milan Lukic, le président, juste un instant, je m'excuse de vous avoir interrompu, mais je pense que pour ce qui est de ce sujet que vous venez de soulever, il faut que vous soyez concret pour ce qui est de numéro de la page et de la ligne, etc. Parce qu'après vous avoir entendu, je pense que nous devons inviter les interprètes à examiner donc la traduction officielle pour qu'on soit certain quels mots ont été utilisés. Et ce qu'il avait dit exactement, M. Gosnell, je crois que donc j'ai indiqué la référence exacte, le président. Donc plus tard, on peut s'occuper de cela. On va demander au greffe de le faire. Monsieur Gosnell, je vais le faire, Monsieur le Président. Deuxièmement, Milan Lukic, l'accusation a utilisé des conversations interceptées et ce sont les éléments de preuve, les seuls éléments de preuve utilisés dans cette affaire à propos de ce sujet, montrant qu'un autocar à bord duquel se trouvaient les hommes de Lukic est tombé en panne sur la route à Srebrenica. Mais cela ne montre pas que Lukic lui-même se trouvait là-bas, ou que certains, au moins certains de ces hommes n'étaient pas là-bas ensemble avec lui. Et en fait, Monsieur le Président, je pense que les éléments de preuve selon lesquels il y avait au moins un autocar dirigeant vers Srebrenica, en fait, montre que Lukic était là-bas et qu'il aurait pu avoir d'autres hommes avec lui. Donc, c'est un exemple du fait, cet exemple qui montre que Borovchani n'a pas dit la vérité et sans fondement. Troisièmement, l'accusation affirme que Borovchani n'était pas cohérent pour ce qui est de sa subordination à la VRS. Borovchani a affirmé à plusieurs reprises que la conséquence de l'ordre 64-95 était sa subordination à la VRS. Il est vrai, Monsieur le Président, qu'il y a un paragraphe où il nie cela dans le contexte des quelques questions concernant le général Kostic. Nous offrons 2 réponses à ce point. La première réponse est que il est tout à fait raisonnable de croire que la personne qui a été interviewée aurait pu faire une erreur après 3 jours pendant lesquels on lui posait des questions avec qui étaient en quelque sorte hostiles. Mais cela ne nous mène pas nécessairement à la conclusion qu'il avait essayé de dissimuler en quelque sorte des motifs criminels. Deuxièmement, pour ce qui est de la possibilité de commettre une erreur, et comme vous le savez, après avoir lu la section 2 de notre mémoire en clôture, après avoir entendu notre témoin expert, professeur inaudible, les modes de la subordination
est une question qui n'est pas dénuée de nuances et sur la base des dispositions légales complexes qui sont en vigueur et pour ce qui est de l'aspect complexe de la situation qui prévalait sur le terrain à l'époque, en répondant à des questions, il aurait pu réellement estimer que ces réponses étaient les réponses justes à ces questions. Et pour ce qui est du transfert forcé, des allégations contre M. Borovchanin, et c'est quelque chose dont on a discuté en détail dans notre mémoire en clôture, j'aimerais dire la chose suivante. Les hommes militaires ont besoin des règles sans équivoque ou claires lorsqu'ils commencent à combattre l'enclave de Srebrenica. Du point de vue des Serbes, représentait donc l'endroit où on lançait des attaques contre les Serbes pendant des années. Ces attaques avaient pour but, ce que l'accusation a admis, de empêcher les forces serbes d'être déployées sur d'autres lignes de front. Donc lorsqu'un commandant qui se trouve à 150 ou 200 km loin de la ligne de front en question, reçoit un ordre de venir à ces lignes de front pour combattre les forces musulmanes, il doit être en mesure de s'appuyer sur le fait que le but de l'opération tout entière est réellement l'opération ayant pour but de combattre ces forces militaires. Et c'est pour cela que dans l'article 32 du statut de la Cour pénale internationale, il est dit que les ordres peuvent ne pas être exécutés on peut désobéir. Et d'après la formulation de l'accusation, seulement si ces ordres sont manifestement et ouvertement illicites. Pour ce qui est de la campagne militaire lancée contre l'enclave de Srebrenica, et pour ce qui est des circonstances qui prévalaient, donc ces directions n'étaient pas aussi manifestement illicite ou illégal. Le juge Prost a demandé mon collègue hier, lorsque il s'agit des détentions qui ont eu lieu à Srebrenica et du fait que c'était quelque chose qui est illégal d'après le droit international. J'aimerais attirer votre attention à la section 7.3 de notre mémoire à la clôture où on présente en détail les dispositions positives et applicables, ainsi que de la pratique d'État. Et ce qui est encore plus important, cela est ce qui étaye notre affirmation. Et c'est pour cela que j'avance que vous pouvez être donc certain que ce qui figure là-bas est correct et exact, parce que l'accusation, si vous regardez attentivement leur mémoire à la clôture, n'a jamais dit que les détentions elles-mêmes étaient illégales. Ils disent que c'était plutôt la manière à laquelle les gens ont été mis en détention était inadéquate et abusive, et qu'il y avait un plan caché par rapport à ces détentions qui étaient criminelles. Donc on ne peut trouver d'affirmation, d'allégation, ni chef d'accusation dans l'acte d'accusation concernant la détention illégale, la mise en détention illégale, parce que si cela s'était réellement passé, ils auraient retenu cela contre les accusés, d'après les dispositions du droit international. Mais le fait clé ici ne sont pas les
circonstances, pour ce qui est de la mobilisation, pour ce qui est du fait que les combattants portaient des événements civils, la présence de la colonne armée à la proximité, le témoignage qu'il y avait des forces musulmanes armées à Potocari, autour de Potocari le 11 et d'après des témoins de la Fort Prenu le 13. Ce sont les circonstances qui ont été analysées. Étaient vrai, mais peut-être que l'aspect le plus important de l'analyse de la détention est la durée de la détention, parce qu'il aurait été inapproprié de tenir en détention un grand nombre de gens pendant une longue période de temps sans se pencher sur leur statut. Cela aurait été inapproprié, sans aucun doute. Mais pour ce qui est de la période de 24 heures, 48 heures ou 112 heures, dans le contexte que je viens de décrire, ça c'est légitime, c'est permis, c'est approprié. Et c'est quelque chose qui a été fait par les armées des pays occidentaux par le passé. Monsieur le Président, pour conclure, le critère c'est le critère qui s'applique dans cette affaire, s'appuyant sur les éléments de preuve indirects. L'accusation doit donc établir que leur scénario est la seule interprétation raisonnable, ce qui s'appuie sur des éléments de preuve qui ont été présentés ici. Nous donc devons montrer que l'accusation n'a pas réussi à présenter ce scénario. C'est pas parce qu'ils ont négligé cet aspect. La thèse de l'accusation s'appuyant sur les éléments de preuve circonstanciels et qui sont en charge pour ce qui est de M. Borchanin et n'est pas cohérent, n'est pas concluant et n'est pas véridique. Monsieur le Président, c'est maintenant, il vous incombe maintenant de apprécier tous les éléments de preuve, de voir quels sont les critères juridiques qui s'y appliquent. Et je vous invite humblement à lire notre mémoire en clôture de manière très attentive. Je suggère que lorsque vous commencez à donc à se faire une image de tout cela, vous allez voir que la thèse de l'accusation se fonde uniquement sur des hypothèses qui ne sont même pas plausibles parce qu'ils n'ont pas réussi à prouver leur thèse au-delà de tout doute raisonnable. Ils n'ont pas prouvé que Borchanin a été impliqué à des meurtres en masse, à ce complot. Pour ce qui est des meurtres en masse, ils n'ont pas prouvé qu'il a été impliqué à l'opération du transfert forcé. Je vous remercie pour votre patience, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Thank you, Mr. Gosnell. Président, merci, Maître Gosnell. Judge Stolle. Juge Stolle a des questions à vous poser. Juge Stolle, merci. What law is relevant and applicable depends on the fact. Il est clair que donc la loi qui est applicable et pertinente dépendent des faits qui, à la fin de l'affaire, vont être établis par la Chambre de première instance au-delà de tout doute raisonnable. Il est clair que la défense doit donc présenter sa position sur les faits
et sur les points juridiques concernant des alternatives différentes, ce que vous avez en effet fait, Maître Gosnell, et peut-être que quand il y a des cas où il est possible que des faits pertinents allégués par l'accusation soient pris en compte, je pense que j'étais en mesure de vous suivre, de comprendre vos arguments, mais j'aimerais être certain d'avoir bien compris la référence à votre mémoire en clôture, et c'est à la page 190 pour ce qui est des formes de responsabilité pénale. D'abord, il s'agit de la responsabilité du supérieur hiérarchique conformément à l'article 7.3. C'est pour ce qui est du contexte du paragraphe dont je parle, l'article 7.3. À la page 195, en haut de la page, avant cette partie, vous avez parlé du scénario pour ce qui est de deux incidents de tir complètement différents. Et ensuite, au paragraphe 330, vous dites, je cite, la situation reste inchangée, même si on accepte l'hypothèse qu'il y avait des meurtres au moment où Borovtchanin passait par la route. Il n'y a pas de moyen de preuve qui montre que Borovtchanin ou l'un de ses hommes se trouvait à l'intérieur de l'entrepôt à ce moment-là, et il n'y avait pas de débat détaillé auparavant, et comme cela a été, la TPC reprend, discuté auparavant en détail. Borovtchanin n'avait pas pour devoir, en tant que supérieur, de mener des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé à l'entrepôt, à moins que ces hommes n'y aient été présents. J'ai compris cela de façon suivante. La situation à l'époque était comme suit. Il y avait là-bas au moins deux des subordonnés de Borovtchanin, ce qui n'a pas été contesté. Ils se trouvaient à l'intérieur de donc l'enceinte de l'entrepôt. Ils ont été blessés ou tués, et il est évident qu'ils ont été impliqués à des tirs, à la fusillade. Et lorsque on considère les moyens de preuve comme étant les moyens de preuve qui démontrent que Borovtchanin se trouvait sur les lieux au moment où il y avait des meurtres, est-ce qu'il aurait pu s'éloigner de cet endroit-là et ne pas poser de questions ou ne pas mener d'enquête pour ce qui est des événements qui ont eu lieu à l'extérieur de l'entrepôt, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'entrepôt, à la page 208, où vous parlez de la responsabilité, conformément à l'article 7.1, pour ce qui est de la commission ou l'omission de faire quelque chose. C'est en fait la forme de responsabilité par omission pour ce qui est de l'affaire Blashkich, et c'est à la page, en haut de la page 200, en haut de la page 215, où vous d'abord donnez des commentaires pour ce qui est de la responsabilité du supérieur d'après l'article 7.3, et si je vous ai bien compris, il s'agit de la référence pour ce qui est de la situation que nous avons déjà mentionnée. Il y a une exception à cette règle, et c'est, je fais référence à l'arrêt de la chambre d'appel dans l'affaire Blashkich, et pour ce qui est de la responsabilité du supérieur d'après l'article 7.3, et si j'ai bien compris, c'est la référence du supérieur, et cela en fait représente une référence à cette autre situation. Et ensuite vous parlez de la deuxième exception à la règle, et vous citez également une partie de l'arrêt de la chambre d'appel dans l'affaire Blashkich, et ensuite il y a donc des points pour ce qui est de la responsabilité ou responsabilité possible d'après l'article 7.1, et à la page 211. Et à la page 218, au paragraphe 379 et 381, vous mentionnez notamment la base factuelle de cette forme alléguée de responsabilité. Vous dites qu'elle fait défaut, et vous poursuivez en disant que la première carence factuelle, c'est que Borovtchanin n'était pas nécessairement témoin d'un crime alors qu'il passait le long de la route. Puis au paragraphe 382, je cite, une possibilité de responsabilité très réelle et très raisonnable existe, que la tuerie avait eu lieu
avait pris fin au moment où Borov Chanin était passé près de l'enceinte. Il est possible que là encore, vous ayez basé votre discussion sur le fait qu'il y ait eu deux fusillades distinctes et clairement identifiées, mais je souhaiterais aussi, si possible, que vous puissiez développer ce que vous avez dit là un peu plus. Je vous remercie. Maître Gosnell. Merci, monsieur le juge. En ce qui concerne la première question, il est important de se rappeler la situation de fait, les circonstances de fait. Et les théories qui s'affrontent en matière des faits sur ce qui s'est passé. Il est admis et reconnu que ces deux personnes se trouvaient là. Mais l'accusation a également reconnu, tout au moins, qu'ils étaient certainement blessés et qu'ils ont été ramenés à Bratunac, à la clinique. Maintenant, si vous acceptez notre séquence des événements et si la première fusillade a été déclenchée par une tentative de percée, ce qui voudrait dire que les premiers tirs ont été effectués par les prisonniers, cette tentative d'évasion par le prisonnier qui avait saisi l'arme à feu et qu'à la suite de ce tir, l'un des deux soldats du MOP est mort et que l'autre ensuite a été renvoyé à la clinique, je suggère que dans ces circonstances, on ne peut pas en déduire raisonnablement que l'un ou l'autre de ces deux personnes ait commis un crime. Et Djukanovic atteste qu'à l'exception de ces deux personnels spéciaux, il n'a pas vu d'autres personnels spéciaux à l'intérieur de l'enceinte et de l'entrepôt. Si vous acceptez... Un instant, s'il vous plaît, dit le président, monsieur Gosnell. Peut-être qu'en expliquant ceci, vous pourriez également expliquer autre chose, à savoir pourquoi y aurait-il eu ces deux personnes et personne d'autre, les unités spéciales. Réponse. C'est très juste, Monsieur le Président. C'est une question à laquelle nous avons déjà répondu dans notre mémoire. Nous décrivons qu'il n'était pas inattendu que des soldats souhaitent parler à des prisonniers, à y les trouver, parce qu'ils voulaient savoir quel était le sort de leurs parents. Et il y a un élément de déposition qui dit que c'était la raison pour laquelle ils y sont allés. Et je suppose que vous êtes probablement sceptique en ce qui concerne cette explication. Mais vous avez également la déposition directe de Djukanovic qui dit qu'il n'y en avait pas d'autres qui étaient là. Et je voudrais dire qu'en fin de compte, la charge de la preuve incombe à l'accusation d'établir qu'il y avait d'autres membres de cette unité qui étaient présents. Et si vous considérez les éléments de preuve pour savoir qui effectivement se trouvait là, vous savez qu'il y avait un grand nombre de soldats à la brigade de Bratunac. Donc je voudrais simplement vous suggérer qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que davantage de personnes que ces deux-là se trouvaient présentes. Revenons donc à la question posée. Si vous acceptez cette prémisse de fait comme n'étant pas prouvée, non pas notre prémisse de fait qui aurait été démontrée, mais le fait que leur prémisse du point de vue des faits, qui n'a pas été démontrée, à savoir qu'il y aurait eu d'autres personnes là et qu'il n'y avait pas d'autres subordonnés dans l'enceinte, alors ceci veut dire qu'il n'y a pas du tout de responsabilité au titre de l'article 7.3. Et ceci n'a pas d'importance de savoir si Borov Chanin retourne à Bratunac et qu'on lui dit là qu'il y a eu une fusillade et autre chose. Il n'y avait pas d'autres non subordonnés participant à cette fusillade. Il n'a pas le devoir, au titre de l'article 7, paragraphe 3
il faut qu'il y ait eu des subordonnés à lui pour pouvoir étayer la responsabilité au titre de l'article 7.3. Et en l'absence de cette base pour 7.3, il n'y a tout simplement aucune obligation d'enquêter ou de faire une investigation ou de se renseigner en vertu de l'article 7.3. Donc ceci est la base de notre argument sur cette question. Quant à la deuxième question, je pense que j'ai compris ce que vous vouliez dire, mais si ce n'est pas le cas à ce moment-là, j'espère que vous m'interromprez et que vous me direz que je me trompe de façon à revenir exactement sur la question. Ce que je voulais dire ici, c'est que si en fait ce premier incident de fusillade était effectivement une tentative d'évasion, et nous ne connaissons pas exactement les détails de la façon dont ce serait déroulé. En d'autres termes, est-ce que toutes ces personnes qui ont été tuées de façon licite ou légale, ou est-ce que c'est allé un peu au-delà en passant la frontière de suppression permise légale d'une tentative d'évasion? Je pense que ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il existe une possibilité raisonnable que toutes les personnes tuées à ce moment-là dont il a été témoin aient été licites, aient été légales. Ou bien devrais-je, encore pour dire les choses plus précisément, elles n'étaient pas illicites ou illégales. Vous devez prendre une décision et vous déterminer sur la question de savoir si l'accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ces personnes tuées l'ont été de façon criminelle. Et ce qui est soutenu ici, c'est que ça n'est pas très sûr, nécessairement, de tirer une telle déduction, étant donné que vous savez tout en ce qui concerne les faits et la possibilité, l'autre possibilité de ce qui aurait pu se passer. Est-ce que ceci répond à votre question? Le juge, oui, je vous remercie. Le président, Madame le juge Frost, Monsieur Gosselin, j'ai une question qui découle directement des questions posées par le juge Stoll. Plus particulièrement, si l'on regarde votre mémoire à la page 210 au paragraphe 363, ceci tout en haut de la page, ceci a trait aux critères de l'affaire Merksich et aux conditions nécessaires pour l'affaire Merksich. Vous faites la déclaration que ni Borovchani, ni aucun de ces hommes n'exerçait une garde ou un contrôle sur l'ensemble, je voulais dire l'ensemble des 1000 prisonniers qui étaient détenus à l'entrepôt de Kravitsa dans l'après-midi et la soirée du 13 juillet. Et donc je ne suis pas bien au clair là-dessus. Vous avez reconnu qu'il est incontesté qu'au moins 2 des membres des unités se trouvant sous le commandement de Borovchani exerçaient effectivement une garde des prisonniers, non seulement plutôt au cours de la journée, mais à l'entrepôt de Kravitsa à un moment donné, lorsque la fusillade a eu lieu. Je comprends que vous ne contestez pas qu'ils exerçaient cette garde. Et donc, M. Gosnell, si, je contesterais cela, Madame le juge. Mais vous dites que les 2 hommes qui se trouvaient dans l'enceinte et qui étaient impliqués à la garde des prisonniers, dont un a été blessé et l'autre tué, n'exerçaient pas la garde, n'avaient pas la garde de ces prisonniers à ce moment-là. Je ne parle pas de plus tard, je vous parle du moment où ils se trouvaient à l'entrepôt. Monsieur Gosnell, respectueusement, je conteste cela. Et ma base pour contester ceci repose sur 2 motifs. Premièrement, simplement, le fait que c'est une simple prémisse que ces 2 personnes, ça ne veut pas dire qu'elles, si elles étaient là, elles effectuaient une garde, le juge Prost. Mais on leur a tiré dessus, on a tiré dessus sur l'un d'entre eux. Monsieur Gosnell, c'est exact, Madame le juge. Mais si vous acceptez la possibilité que, d'une façon essentielle, ils étaient allés seuls, que ces 2 personnes étaient allées pour se renseigner sur leurs parents, et que le jeune soldat aurait dit à un plus ancien « je veux aller là-bas de façon à poser des questions », et que l'un d'entre eux a une voiture et qu'il va jusqu'à cet endroit, et bien sûr ils savent où se trouve cet endroit parce qu'ils ont été emmenés du pré de Sandici à l'entrepôt, je suggère que ceci est une possibilité raisonnable qui ne peut pas être exclue comme déraisonnable, qu'ils sont allés tout simplement de leur propre chef. Et je ne dis pas cela simplement dans le vide en disant que ces 2 personnes, qu'il y a des éléments de preuve en l'espèce que
les gens font ceci de temps à autre. Je fais cette suggestion dans le contexte plus vaste des éléments de preuve, à savoir que vous avez deux commandants, tout au moins deux personnes qui sont des commandants d'unités d'une certaine importance de la brigade de Bratunac et qu'ils se trouvent à l'entrepôt. Nous savons qu'il y a au moins 8 hommes qui s'y trouvent à l'entrepôt et en plus il n'y a pas d'éléments de preuve solides ou fiables, pratiquement aucun élément de preuve suggérant que cette escorte avait été faite par des forces du MOUP. Donc ce sont des éléments du puzzle et je suggère respectueusement qu'elles manquent et ceci pourrait vous donner à penser que ça n'est pas une déduction fiable, premièrement, et que ces deux personnes sont là au fin d'exercer une garde et B, deuxièmement, qu'ils font partie d'une unité plus grande qui serait présente. Je pense que ceci est la position que nous adoptons sur la question. Le juge pose bien. Bon, alors supposons qu'il y ait une conclusion selon laquelle au moins 2 membres de l'unité de M. Borov-Chanin exerçaient une garde juste pour au fin de la discussion. Quel est votre commentaire alors sur le fait que la décision de l'arrêt d'appel Merksic a pour conséquence un devoir juridique comme résultat de cette garde? Et est-ce que vous tirez une distinction quelconque entre un commandant qui peut avoir partagé la garde des prisonniers et qui ensuite transférerait cette responsabilité partagée à un autre commandant, un commandant qui a la garde complète et peut le transférer à un autre commandant? Monsieur Gosnell, je voudrais suggérer que, bien sûr, nous sommes bien au courant des faits en ce qui concerne l'affaire Merksic, mais je sais ce que vous voulez évoquer sur la base des faits dans Merksic, mais je voudrais dire à titre liminaire de ma réponse ceci. Si les deux personnes, dont l'une est morte et l'autre est partie au moment où Borov-Chanin arrive, à ce moment-là, je vous suggère que... Je récapitule. La question de la responsabilité des subordonnés n'est pas une question d'omission de responsabilité d'après l'arrêt Merksic. C'est une question de responsabilité au titre de l'article 7, paragraphe 3. Donc, je vous dirais que lorsque l'on plaide, l'on se discute dans ce cadre, il s'agit de 7 paragraphe 3, et en vertu de 7 paragraphe 3, l'un d'entre eux est mort, l'autre est parti, et je suggère donc que ceci met fin à toute responsabilité au titre de l'article 7, paragraphe 3. Maintenant, dans ce qui concerne Merksic, et je connais les faits concernant l'affaire Merksic, et je comprends ce que vous voulez évoquer. Pour commencer, nous avons des problèmes juridiques sérieux avec l'arrêt Merksic. Ceci dit, avec tout le respect que je dois. Et deuxième point, c'est que dans la situation... dans cette situation, la situation Merksic c'était en fait le contraire, c'est inversé. Rappelons-nous que dans Merksic, la personne qui passait en jugement ici, et sur la base de ses conclusions, était un officier chargé de la sécurité. Il avait, d'après ce que j'ai compris, la responsabilité statutaire, il avait cette position, par défaut, de garder. Donc, il ne peut pas dire tout simplement « Bon, je me lavais les mains de cette garde, puisqu'elle lui était attribuée ». Au contraire, j'ai cité Butler au moins 5 fois dans mon mémoire. Excusez-moi si je me répète, mais Butler est important. Borov-Chanin, ça n'est pas la garde par défaut. Il est provisoirement gardien aux lignes de combat. Ça ne veut pas dire que quelque chose... qu'il aurait pu en être autrement. Je vous suggère que ce qui est probant de ce qui s'est passé, plus particulièrement lorsque vous examinez ce que doit faire l'organe chargé de la sécurité, que le chef de la police militaire et son second étaient présents et vous avez des éléments de preuve suggérant que Momir Tolimic était effectivement présent à l'entrepôt à 5 heures, pour ne pas dire plus tard. Donc si on regarde simplement Merksic, et si on examine comment Merksic s'appliquerait à notre affaire, je suggérerais que la situation est l'inverse et que la notion d'avoir à s'assurer qu'on remet des prisonniers à quelqu'un d'autre, à un garde qui peut assurer une bonne garde, à ce moment-là, ceci doit être présumé lorsqu'on remet les prisonniers à l'organe chargé de la sécurité. Le juge Prost, et je comprends votre réponse et je comprends ce que vous voulez dire, dans ce que je comprends, il n'y a aucune suggestion, d'après votre citation, on n'est pas en train de suggérer
suggéré que la garde nécessite une garde totale sur l'ensemble des prisonniers, parce que la façon dont vous présentez les choses ici, il semblerait qu'il y ait une suggestion qu'il puisse s'agir de l'ensemble des prisonniers. Et je comprends que ceci n'est pas ce que vous voulez dire. J'ai compris ce que vous voulez dire de façon différente, en d'autres termes, qu'il ne peut pas y avoir de garde partagée entre différents commandants de différentes unités. Monsieur Gosnell, eh bien, ceci est une question de principe, absolument. Et en fait, nous reconnaissons cela en ce qui concerne Sandici. Le juge Prost, je vous remercie. J'ai encore nous deux points que je souhaite évoquer avec vous. En ce qui concerne l'unité des déserteurs qui est restée à Potocari, je comprends que votre position n'est pas, et vous me corrigerez si je me trompe, que M. Borovchanin, en quittant l'unité à Potocari, ait été en quoi que ce soit relevé de sa responsabilité de commandant de cette unité. Vous ne suggérez pas qu'il n'était plus commandant de cette unité, M. Gosnell. D'un point de vue officiel ou formel, non. Le juge Prost, pas du point de vue formel ni juridique. Il était encore commandant de cette unité. Monsieur Gosnell, aussi longtemps que nous comprenons que ce terme n'implique pas une situation de facto, le juge Prost, je passe à la question suivante. Votre position toutefois, c'est qu'il n'exerçait plus une direction et un contrôle effectif, d'après ce que j'ai lu dans votre mémoire, sur cette unité. C'est la base de votre position par le fait qu'il a quitté le secteur géographique et en laissant son unité dans une unité géographique différente, ceci en soi suffit pour faire perdre une partie du commandement et de la direction effective du commandant sur une unité, même si c'est pour une période de temps limitée, Monsieur Gosnell. Non, Madame le juge, c'est un argument fonctionnel. Le juge, bien, peut-être que vous pourriez développer un petit peu sur ceci, s'il vous plaît, Monsieur Gosnell. C'est un argument fonctionnel et ce que nous soutenons dans le mémoire, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle effectif en ce qui concerne la manière dont ils agissaient et la façon dont ils remplissaient leurs tâches liées à l'évacuation. Je pense que là, la distinction est importante. Maintenant, je dis qu'il s'agit d'une définition fonctionnelle parce que pour les militaires, vous avez entendu de nombreux cas au cours de ce procès dans lesquels une tâche fonctionnelle qui est donnée à un commandant pour certaines unités ou pour certaines personnes ou ressources sont fournies à cette personne pour accomplir cette tâche. Et je vous suggère que, enfin cette suggestion existe, que quiconque a véritablement la capacité de donner des ordres par rapport à cette fonction, c'est la personne qui exerce un contrôle réel, effectif. Il y a un principe d'unité du commandement et je suggère que lorsque vous avez une désignation fonctionnelle qui vient de Mladic, elle passe par Jankovic, elle découle de Momir Nikolic, et à ce moment-là, vous avez toutes sortes d'éléments de preuve le concernant sur le terrain pour donner des ordres, qui est une hypothèse définie du point de vue fonctionnel du commandement et de la direction du contrôle sur ces personnes. Donc, je ne dirais pas que c'est une question géographique, le juge Prost, et vous ne suggérez pas que lui, à un moment quelconque, avait abandonné ou renoncé à sa responsabilité de commandant indépendamment de la direction du contrôle. Monsieur Gosnell, en tant que question formelle, il restait le commandant. Le juge Prost, tout au long de la Monsieur Gosnell, oui, tout au long de la journée. Je pense qu'à un moment donné, elle va cesser, mais c'est en dehors du cadre temporel. Le juge Prost, je vous remercie. Un dernier point sur la question que vous avez évoquée concernant mes questions d'hier à Maître Bourgon sur la question de la détention de la population détenue, et j'ai lu sur ce point ce que vous dites dans votre mémoire. Je suis pratiquement sûr que je connais votre réponse à la question, mais un élément supplémentaire de la question d'hier est le mouvement de ces personnes qui sont détenues et leur déplacement. Et je comprends d'après vos commentaires que vous diriez détention, y compris mouvement, ceci est permis. Ce qui est significatif, c'est la chronologie. Est-ce que c'est ça votre position ? Donc, il est à la fois légal, à la fois de détenir et de déplacer ces personnes, Monsieur Gosnell. Madame le juge, je souhaiterais prendre position sur le mouvement entre Bratunac et Zvornik. Cette question, ce que je dis, c'est qu'à cause du déplacement du mouvement qui a eu lieu les 12 et 13, c'était entre Potocari et Bratunac, à ce moment-là, je dirais que c'était absolument
impropre, juge Prost. Donc, en se limitant à ce mouvement-là en particulier, vous dites que ceci fait partie de la détention. Le reste de la détention était parfaitement légal. Monsieur Gosnell, oui, madame le juge. Le juge Prost, je vous remercie. Voilà mes questions. Le président. Monsieur Gosnell, je ne vous ai pas vraiment entendu donner une explication claire ou une réponse claire au commentaire ou à la remarque faite par monsieur McCloskey sur ce point, à savoir qu'il y avait eu cette tentative qui est alléguée d'évasion et qu'elle a véritablement eu lieu. Et ça aurait été là une des premières choses que votre client aurait mentionné lorsqu'il a été entendu par l'accusation. Mais il n'a jamais fait. Maître Gosnell, eh bien, deux réponses à cela. Premièrement, si vous voulez bien regarder le texte de l'interview proprement dit et voir comment mon client répond et voir le scepticisme qu'il manifeste en réponse aux questions qui lui sont posées. Donc, de savoir s'il y a des questions supplémentaires, savoir s'il n'y avait aucune ouverture pour lui de donner une réponse concernant ce scénario éventuel, vous voyez qu'il y a très peu de possibilités de discuter de cela, vu la nature de l'interview, vu la nature des questions posées, vu les présupposés ou les présomptions de celui qui interrogeait et qui était dirigé très fortement au cours de l'interview. Et il n'y a absolument rien de mal à cela, Monsieur le Président. Mais c'était l'atmosphère de cette audition. Deuxième point, c'est que ça présumerait que mon client en 2002 avait pleinement connaissance exactement de ce qui s'est passé. Et je voudrais vous dire que ça n'est tout simplement pas une hypothèse sûre. Le Président. Bien. Alors ceci conclut. Oui, Monsieur Gosnell. Monsieur le Président, je voudrais juste remarquer. Je n'ai pas dit ceci à la fin de ma plaidoirie, mais je voudrais vous dire que ça a été un grand privilège de comparaître devant vous au milieu de confrères si distingués et éminents, et je suis reconnaissant du caractère très professionnel et de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience pour tous ceux qui ont participé à ces débats. Y compris les sténographes, les interprètes, les juristes et les membres du greffe. Cela a été un plaisir. Et je souhaiterais ajouter encore une observation au nom de mon client, qui souhaite particulièrement remercier pour la courtoisie et le professionnalisme du personnel chargé de la sécurité qui vous accompagne pour la durée de ce procès. Le Président, bien, vos paroles sont appréciées, Madame Foul. Je suppose que vous commencerez après la suspension. Donc nous allons suspendre tout de suite. Donc, 25 minutes de suspension. Merci.